Merci d'avoir accepté cette interview. Avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé « La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité ». Alors, pourquoi ce livre? Pourquoi cette interview? Donc, nous vivons actuellement dans une période d'incertitude totale. Les changements s'accélèrent depuis une vingtaine d'années. On entend parler d'énormément de nouvelles technologies, biotechnologie, cybersécurité, intelligence artificielle et de nouveaux équilibres géopolitiques. Il est très difficile de s'y repérer dans tout ce qu'on peut entendre ou lire. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique et sociologique, et nous nous sommes rendus compte de combien il est difficile pour le grand public d'appréhender ces changements. Et donc, le livre est un essai de vulgarisation où on a voulu rendre accessible à tous les clés pour décrypter un peu les bouleversements que nous vivons. Et pour rendre ces questions vivantes, nous avons décidé, à travers des interviews d'experts comme vous, de faire des focus plus particuliers sur certains thèmes, comme le prolongement du livre, pour analyser un peu ces différentes révolutions. Alors, Alain Wang, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? En quelques mots, donc je suis sinologue, je suis allé en Chine pour la première fois en 1978. Donc, je reste un spécialiste de la Chine, toujours, je dirais, à regarder un peu comment elle évolue, ce qui s'y passe, et peut-être aussi de prendre la Chine un petit peu comme un témoin, justement, de toutes ces évolutions, parce que c'est intéressant de voir que ce pays est devenu une puissance technologique, et aujourd'hui aussi avec une vision du monde qui lui est propre. Alors, nous parlons de la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité dans le livre par rapport au tsunami technologique que nous vivons actuellement, dans le sens où ce n'est pas une révolution, mais à de multiples révolutions simultanées que nous allons devoir faire face et qui vont changer radicalement nos vies, sans doute. Alors, quelle est selon vous la technologie ou la découverte, s'il y en a une ou plusieurs d'ailleurs, qui vous semble de nature à changer le monde? Je pense que toutes les technologies qui tournent autour de l'intelligence artificielle me semblent centrales. Maintenant, je dirais que dans pas mal de domaines, on voit qu'il y a des avancées, mais que la technologie au sens strict du terme, par exemple, je pense qu'on progressera énormément lorsqu'on passera à l'ordinateur quantique. Pour le moment, on est quand même encore, je dirais, je vois sur certaines technologies utilisées de surveillance ou militaire, on est encore très, très limité parce qu'on aurait besoin d'une capacité beaucoup plus énorme, véritablement, pour pouvoir réaliser tout ce dont on a dans la tête, enfin, je dirais du côté des autocraties, par exemple, sur un contrôle de la société à travers le numérique. Je crois qu'on n'y est pas encore et il faudra certainement encore progresser largement dans certaines technologies. Et donc, est-ce qu'on peut dire par rapport à ça qu'on vit une époque où les rapports de force internationaux ont changé par rapport aux autres époques de l'histoire? Certainement, si on voit de toute façon, si on prend la compétition entre les États-Unis et la Chine, on parle de découplage justement technologique avec deux pays qui se battent pour avoir une suprématie mondiale. On n'aurait pas pensé à ça il y a 30 ans. Je veux dire, personne n'aurait pensé à cette montée de la Chine aussi rapide sur le plan technologique. Et là, on est vraiment dedans. Je dirais avec aussi certainement beaucoup d'autres challenges derrière, parce que la technologie ne suffira malheureusement pas pour moi à sauver cette planète. Il va falloir aussi regarder un petit peu ce qui se passe sur le changement climatique. Alors, est-ce que la technologie suffira pour aider à freiner ce qui est en train d'arriver en ce moment? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Je pense que les Chinois travaillent beaucoup là-dessus, les Américains aussi. Maintenant, est-ce qu'on sera assez rapide? Est-ce qu'on sera assez, on va dire, mondial pour pouvoir faire des choses d'une ampleur importante, étant donné qu'on le voit aujourd'hui, les changements sont quand même rapides. Les modifications sur le plan de la planète sont la montée des eaux, les vagues de chaleur un peu partout. Et tout ça, pour le moment, on n'a pas de réponse technologique non plus. On pourra peut-être en avoir une, mais à combien de temps et à quelle ampleur? Moi, ma question toujours, c'est quelle ampleur on peut avoir dans cette réponse aujourd'hui qui pourrait permettre de freiner des choses qui sont en train de se passer? C'est un peu la question. Et par rapport à ce réchauffement climatique, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est en train de se passer, ou les projections de ce qui se passe actuellement en Chine et quelles vont être potentiellement les conséquences?
Alors, pour moi, les guerres qui sont en train de surgir, que ce soit la guerre avec l'Ukraine et la Russie, ou potentiellement demain, ce que la Chine fait, par exemple, en récupérant les mers de Chine du Sud, ou même aujourd'hui, ils sont complètement accaparés d'une manière, on va dire, pacifique, mais quand même accaparés le Laos et le Cambodge. Hein. Aujourd'hui, la Chine est très importante pour ces deux pays. Quand on s'aperçoit de ça, on se dit que les autocraties sont peut-être déjà en train de se projeter au-delà, c'est-à-dire qu'elles considèrent dans un certain cadre que le réchauffement climatique va être pas vraiment gérable au sens strict du terme, et qu'il va falloir se projeter dans un avenir à 10, 20, 30 ans, ce que peut faire forcément une dictature quand elle est en place. Enfin, elle ne pense pas qu'elle va chuter demain, donc elle est toujours dans une projection lointaine. Et dans cette projection, aujourd'hui, je pense que sur le plan des relations internationales ou de l'équilibre qu'il y avait jusqu'à, on va dire, la fin de la guerre froide, a totalement disparu parce qu'on est dans une politique, je pense, pour certains pays, dans une politique de survie à long terme. Comment on fait demain pour nourrir sa population? Comment on fait dans une Chine, par exemple, dans la Chine, toute la partie Est, de plus en plus, on a de plus en plus d'informations sur ce que ça va devenir. On va avoir des dômes de chaleur, comme il y en a eu récemment en Inde, à 50 degrés, et certainement assez réguliers de ce côté-là. Et là, on a 345 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens? On leur met la climatisation, ça ne me paraît pas possible. Donc, ça veut dire que de toute façon, il va bien falloir penser à déplacer toutes ces personnes et les mettre dans des lieux différents. Et je ne vois pas comment on peut faire si ce n'est de changer véritablement les frontières de chaque pays, je veux dire d'une manière économique, ce sera peut-être une influence autre, mais de guerre potentielle. Et je pense que de plus en plus, on va vers justement ce genre de conflit tel qu'on le voit par rapport à l'Ukraine, parce qu'on oublie souvent que l'Ukraine était le 5e producteur de céréales au monde. Et donc, c'est une belle proie, on va dire, pour un pays qui voudrait avoir une suprématie mondiale et donc être véritablement au cœur de la dépendance de l'ensemble du monde par rapport aux besoins de céréales. Hein. Si on choisit Russie, première puissance mondiale, première productrice mondiale, 5e du côté de l'Ukraine, ça donne quand même une puissance de main qui est extrêmement forte. Alors, est-ce que vous joueriez le jeu de faire avec nous l'expérience de nous projeter en 2030? Hein, on est vraiment à brève échéance. Qu'est-ce qui a changé radicalement? Qui a changé radicalement, on va continuer à progresser évidemment dans tout ce qui va être les trouvailles au niveau des ordinateurs beaucoup plus modernes, on va dire, du matériel beaucoup plus moderne. Est-ce qu'on arrivera à l'ordinateur quantique? Admettons qu'on l'ait. Admettons qu'on l'ait. Si on arrive véritablement à avoir ce genre de matériel, ça donne véritablement, par exemple, à un pays comme la Chine, à mettre en place véritablement un système de surveillance de masse sur ces 1,4 milliard de personnes, et peut-être au-delà, à travers toutes les routes de la soie, et donc tous les pays sur lesquels elles seraient, je veux dire, en relation. Des dictatures, bien sûr, qui ont intérêt à prendre ce genre de matériel qu'on appelle matériel de digitature, hein, de dictature numérique, qui n'a pas d'odeur en soi. Hein. Après, on y place tout ce qu'on veut sur le plan idéologique. Donc ça, si véritablement en 2030, ils aboutissent à ça, évidemment, le monde va changer parce qu'on va être suivi en permanence. C'est-à-dire, on va faire des datas, nos datas seront analysées. À partir de nos datas, on pourra créer un profil. On pourra aussi voir si on commet des erreurs, enfin, ou des fautes ou pas, etc. etc. D'autant plus que les études qui sont faites, là, je dirais du côté occidental, parce qu'on en parle aussi sur l'Europe, on en parle aussi sur les États-Unis, on estime qu'un système comme ça de gestion des personnes sur le plan des incivilités permettrait d'économiser, on va dire, entre 3 à 5% du PIB, qui est quand même assez important, puisqu'on a besoin de moins de policiers, on a besoin de moins de juges, etc. etc. Donc on pourrait rentrer dans un monde où véritablement une certaine forme de gestion des gens se fasse à travers tout un réseau, on va dire, informatique à travers la planète. Et on a une certaine vision occidentale de la Chine. Et effectivement, c'est un pays de 1,5 milliard d'habitants à gérer. Et effectivement, sans doute, ça ne se gère pas de la même manière qu'une population comme la France de 70 millions d'habitants. Qu'est-ce qui, justement, dans cette logique-là, vous semble assez faux par rapport au regard qu'on peut avoir sur la Chine?
Bon, alors, se dire que c'est un pays où il y a 1,4 milliard d'habitants, oui. Maintenant, les Chinois se sont quand même ouverts à l'Occident, sont allés vers l'extérieur. Ils ont quand même comment dire, une pratique à travers Taïwan, par exemple, d'une capacité d'être dans un univers démocratique, et Taïwan le montre, et d'autant plus avec tout ce qui est les outils numériques, hein. C'est un des rares pays au monde où véritablement les outils numériques sont utilisés sur le plan du gouvernement, sur le plan du rapport du gouvernement avec sa population, et ils vont très loin. Donc, je dirais, la Chine de demain peut très bien se mettre un petit peu enfin, se mettre pas un petit peu, se mettre véritablement dans la même attitude, je veux dire, d'ouverture et de démocratie. Maintenant, bon, le régime actuel, on est dans un régime autocrate, dans un régime autoritaire. Le Parti communiste au pouvoir ne semble pas vouloir laisser sa place et donc fait tout pour s'y maintenir, et donc pour maintenir un système, on va dire, de surveillance et de contrôle de la population tout azimut. Maintenant, bon, les choses peuvent évoluer très rapidement, hein, on le voit en ce moment avec la gestion qui est faite du Covid à Shanghai ou à Pékin. On a quand même une population aujourd'hui qui prend conscience de ce qu'elle est, de son rapport à l'extérieur, et qui manifeste son mécontentement. Maintenant, c'est sûr qu'en Chine, manifester son mécontentement peut mener à une répression, on va dire, judiciaire extrêmement dure. Donc, c'est un peu difficile de voir comment ça va tourner. On sent que la population aujourd'hui a envie d'autre chose. Maintenant, est-ce que justement la capacité que le gouvernement aurait de gérer de nouveaux outils électroniques, de nouveaux outils numériques de contrôle de masse pourrait freiner? Et là, je dirais peut-être que c'est le danger de la technologie. C'est une technologie qui serait au service d'un pouvoir pour que ce pouvoir se maintienne, c'est un danger. Voilà, bon, je pense que l'enjeu est là, certainement, hein. Plus on avance, plus on voit que véritablement, si les Chinois ne se réveillent pas à temps, ils risquent de se retrouver dans une situation où ils ne pourront plus bouger. Parce que si on commence à avoir des outils prédictifs, hein, avec l'intelligence artificielle, évidemment, l'idée, je dirais que derrière certainement le contrôle social, c'est de mettre en place un système qui permette de prévoir comment la personne va réagir dans un certain monde, dans certaines situations, et donc de permettre au gouvernement d'agir avant que la personne le fasse. Et donc là, on tombe véritablement, peut-être pas dans de la science-fiction, parce qu'on peut toujours penser à Black Mirror ou ce genre de choses, mais Minority Report. Minority Report, mais après tout, les gens qui ont écrit les scénarios de base de ces comment dire, épisodes ou ces films se portent aussi sur ce qui existe de la technologie. Quel conseil donneriez-vous à ce qu'on appelle la génération Z, les moins de 25 ans, et même, pourquoi pas, la génération alpha, qui ont une dizaine d'années aujourd'hui? Le conseil, c'est de voir dans cet apport des nouvelles technologies, évidemment, quelque chose qu'il ne faut pas refuser, parce que de toute façon, elles sont là, on va progresser à l'intérieur, et puis on est dans un système, on va dire, économique qui porte ce genre de choses. Donc, mais en même temps, d'être hyper vigilant à l'application que l'on fera de l'avancée de ces nouvelles technologies, surtout avec les algorithmes d'intelligence artificielle, avec l'ordinateur quantique, etc. C'est-à-dire qu'on va passer dans un monde qui va être tout à fait différent, où on va véritablement être en capacité de nous surveiller, je dirais, à la seconde sur ce qu'on fait à travers nos datas, de gérer nos datas, etc. Maintenant, ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut être très, très vigilant, justement, de mettre en place, on va dire, des structures de surveillance pour éviter que tout ça ne soit pas utilisé à mauvais escient. Je dirais, le plus mauvais escient étant, comme on le voit en Chine potentiellement, c'est-à-dire l'utilisation de ces datas par un gouvernement autoritaire qui pourrait véritablement mettre en place tout un système qui permettrait de contrôler les gens, je dirais même d'une manière qu'on appelle les algorithmes d'intelligence artificielle prédictive, c'est-à-dire de savoir en amont ce que les gens vont faire, et donc à partir de ce moment-là, de les arrêter avant qu'ils ne le fassent. Donc ça, ce serait véritablement un monde invivable, parce que finalement, l'individu, même si à un moment donné, il pense à faire quelque chose, il ne le fait pas forcément déjà. Et puis, si on l'empêche de le faire, ben, le monde va complètement s'arrêter. Je veux dire, et là, je dirais aux jeunes, véritablement, de se dire que tous
toutes ces technologies, tout ce qui est en train d'inventer, c'est intéressant. Ça peut être utilisé évidemment, j'ai beaucoup parlé de réchauffement climatique, de problématiques de cette nature. Pourquoi pas? Je pense qu'on peut inventer avec ça. Je vois par exemple la surveillance des drones pour surveiller si un terrain est assez arrosé ou pas, s'il y a trop de sécheresse ou pas, de pouvoir déterminer les nappes phréatiques, etc. Et tout. Ça, c'est vachement intéressant pour l'agriculture de demain, c'est d'avoir une agriculture beaucoup plus sophistiquée. Donc ça, il faut l'utiliser évidemment. Maintenant, après, il faut faire très très attention de ne pas tomber dans un monde façon Black Mirror ou Minority Report, dans lequel on va véritablement avoir des individus qui n'existent plus en tant que tels. Aussi, la force de l'humanité, c'est sa créativité. On le voit à travers les technologies, mais dans tous les jours, dans tout ce que l'on fait, on est tous créatifs et il faut continuer à l'être et pas être sans cesse se dire que peut-être demain, on sera observé en permanence et qu'on va nous brimer dans notre créativité parce qu'elle n'entrera pas peut-être dans une certaine axe de la volonté d'un gouvernement ou d'un tel. Voilà. Eh bien, Alain Hong, on se quitte sur ces derniers mots. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.